Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Un nouvel épisode à cette heure où la rentrée approche. Peut-être que tu es déjà retourné au travail, que tu as repris tes habitudes après cet été. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te présenter Lorraine. Lorraine, elle est coach en image de soi incarnation et elle est fondatrice du site et du compte Instagram qui s'appelle Soyons élégantes. En fait, j'ai découvert Lorraine d'un point de vue tout à fait personnel, en scrollant sur les réseaux sociaux, et je suis tombée sur son compte Instagram, vraiment par hasard, et ça a vraiment répondu à un moment donné, à un instant de ma vie, où j'avais besoin de mettre plus de couleurs dans ma vie. Et tu vas voir, son compte, c'est du peps, c'est beaucoup de choses qui te permettent d'oser d'être toi-même. Elle va en parler beaucoup mieux que moi. Mais j'ai envie de te dire que finalement, ce que va nous partager Lorraine, ça va peut-être t'aider à prendre certaines prises de conscience, peut-être, comme moi, t'aider à faire tomber quelques dernières barrières pour enfin oser mettre de la couleur, assumer qui tu es et peut-être brûler quelques rétines au passage. En fait, si je t'explique tout ça et pourquoi on en parle sur ce podcast où habituellement on parle de parentalité, pourquoi est-ce qu'on va parler de couleur et d'image de soi, tout simplement parce que, encore une fois, c'est une de mes prises de conscience. En faisant ce petit chemin personnel dans ma tête, j'ai compris l'importance et le pouvoir de la couleur dans la vie, sur notre santé mentale et notre bien-être. Alors c'est pourquoi, j'ai demandé à Lorraine de partager sa vision sur ce podcast pour aider les mamans comme toi qui écoutent le podcast à cette prise de conscience. Pour elles, mais aussi pour leur enfant. Tu vas le découvrir. Je te laisse écouter mon échange avec Lorraine. Bonjour Lorraine et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Salut Maude, merci beaucoup de me recevoir. Écoute, avec grand plaisir. Même si je t'ai brièvement présenté dans l'introduction, est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots qui tu es et ce que tu fais? Oui, alors je suis une ancienne juriste. Pendant 10 ans, j'étais juriste en droit du travail, reconvertie donc depuis 2014 dans le conseil en image, l'accompagnement des femmes dans leur réconciliation corporelle, la reconnexion à elles dans leur style, dans leur bien-être physique, parce que voilà, j'étais passionnée par le sujet, moi-même ayant vécu voilà, des complexes qui me faisaient souffrir et ayant réussi à surpasser en fait toutes ces choses-là psychologiquement, j'ai compris comment me détacher de cette vision de cette recherche de la perfection, entre guillemets, de vouloir être toujours mieux, toujours plus, et cetera, de ne pas s'aimer, de voir tous ses défauts. Voilà, j'ai réussi à comprendre comment passer au-delà de ça et pour finalement rayonner à travers une énergie qui finalement transcende les aspects purement physiques et donc ce que j'appelle l'élégance. Finalement, quand tu rayonnes une énergie positive, que tu sois petite, grande, grosse, mince, avec un grand nez, un petit nez, des oreilles décollées, et cetera. Finalement, le pouvoir que tu as de rayonnement, il va toujours dépasser, il va toujours être plus puissant que la seule, le seul aspect physique de la chair et même du style vestimentaire, hein. Bien sûr, je travaille sur le style vestimentaire parce que ça fait partie et ça aide à se sentir plus confiante, ça aide à se sentir mieux. Donc, je suis spécialiste de l'identité vestimentaire pour incarner qui on est de l'intérieur vers l'extérieur, hein. C'est pour ça que j'appelle ma méthode la méthode incarnation. Mais aussi, c'est pas suffisant. Le style vestimentaire est pas suffisant. C'est aussi tout un travail qu'il faut qu'on cultive de l'intérieur vers l'extérieur en termes d'énergie.
Et les couleurs nous y apportent, enfin nous y aident beaucoup à cultiver cette énergie positive justement, à nous soutenir, à décupler notre pouvoir de rayonnement et voilà et tout ça fait qu'on va être une personne qui va avoir un impact positif à la fois sur soi-même et sur les autres et finalement les défauts qu'on voyait au départ, bah, on commence à les oublier quand on fait ce petit travail-là, sur soi-même. Ouais, mais alors je comprends d'autant plus pourquoi ton compte, effectivement, m'avait tant parlé, parce que j'aime bien ce que tu dis, d'incarner, que ça, qu'on rayonne, que ça parte de nous vers l'extérieur, alors que finalement, si on regarde bien la société autour de nous, c'est plutôt l'inverse, hein. On a besoin du regard de l'autre, on a besoin de l'extérieur vers l'intérieur, alors que c'est finalement pas ça le mouvement naturel de l'énergie, c'est plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Et effectivement, j'ai envie de dire, le mot qui me vient en tête, c'est tu transpires les couleurs. Enfin, tu rayonnes effectivement. Les couleurs, c'est vraiment quelque part, la marque de fabrique de Soyons élégantes. En tout cas, la partie Oui. émergée de l'iceberg. Après, il y a tout le reste. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'a le plus marqué. Et du coup, en suivant ton compte, j'ai fait ça m'a beaucoup questionné. Et j'ai fait ce constat de remarquer que la garde-robe de mes enfants, jeunes en tout cas, est très colorée. La mienne est un camailleux, enfin était, plus maintenant depuis que je te suis, mais était un camailleux de gris, beige, noir, enfin voilà, kaki, bleu marine. Et je me suis dit, mais pourquoi? À quel moment on switch comme ça? À quel moment? Pourquoi les enfants c'est si coloré et nous, voilà, on est uniformisé. Oui, effectivement, il y a un moment où on switch et c'est généralement à partir de l'adolescence où il y a cette transition, ce passage de l'enfance au monde adulte. Cette transition qui est souvent difficile parce on est en pleine transformation, ça questionne, énormément de choses pour, la personne que nous sommes. Il y a les problématiques hormonales, nos corps changent, on est censé grandir et devenir plus mature et être un peu plus responsable, être plus autonome et c'est comme si cette révolution de sortir de l'enfance pour aller dans le monde de l'adulte, on le traduisait par un besoin du coup de rejeter un petit peu, mettre de côté tout ce qui a trait à l'enfance, notamment les couleurs. On se met généralement à l'adolescence dans du noir ou du neutre, mais beaucoup de noir parce que le noir est une couleur transformationnelle dans ces moments de passage d'un état à un autre. C'est un petit peu le tunnel qui va nous permettre, un petit peu de faire sortir le papillon, de sa petite, de son cocon, de sa petite, bulle à l'intérieur, bien fermée, bien protectrice. Le noir, c'est vraiment ça, c'est cette bulle, ce cocon protecteur et le noir va nous permettre cette transition d'un passage d'un état à un autre et une fois qu'on est passé donc dans ce noir pour nous aider à transcender, l'enfance et à devenir un adulte, en écartant tout ce qui avait l'air de relever du monde enfantin, bah, l'adulte a du mal à y revenir et à se dire finalement: «OK, ça y est, j'ai grandi, du noir, il va passer à des couleurs neutres» et il va rester dans les couleurs neutres parce que le monde du travail et surtout enfin, d'abord l'école, l'université et le monde du travail vont l'amener à s'enfermer dans des codes du professionnalisme, des codes du sérieux et en France, les codes du sérieux, les codes du professionnalisme, c'est des codes très neutres culturellement. Bien sûr, dans d'autres pays, ce ne sera pas la même chose, mais chez nous, il y a vraiment quelque chose de très ancré où, en gros, pour faire sérieux, pour faire pro, pour faire intelligent, il faut mettre des couleurs neutres et si tu t'habilles avec trop de couleurs, tu risques de, renvoyer une image trop enfantine ou trop rigolote ou pas sérieuse et résultat, bah, finalement après l'adolescence, enfin après ce moment d'adolescence où, les enfants, enfin les jeunes adultes auraient pu se remettre à la couleur parce qu'une fois qu'on est finalement adulte, OK, on a fini la transition, on est, autonome et on pourrait soi-même explorer, expérimenter sa propre personnalité en allant vers les couleurs qui nous font envie. Mais non, on va être très formaté puisque justement, on veut rentrer dans ce monde du travail, on veut rentrer dans ce monde à être accepté par les autres, on veut gagner sa vie, on veut, rouler sa bosse et cetera et donc du coup, bah, on va suivre les schémas de pensée, on va suivre les formatages, les conditionnements sociétaux et les conditionnements sociétaux nous enferment dans ce truc de, et surtout en France, de non,
les couleurs, c'est terminé, c'est pour les enfants. Maintenant, voilà, c'est bon, tu veux faire une carrière, il faut que tu montres que tu es quelqu'un qui n'est pas tout feu tout flamme, fantaisiste. Donc finalement, on nous fait taire notre flamme fantaisiste, notre petit grain de folie. On n'y a plus le droit. Pourtant, ce petit grain de folie, il existe toujours en nous. Et ça, c'est ce qui, moi, m'a particulièrement touchée et rendue triste quand j'ai expérimenté ça, puisque forcément, après 10 ans de juriste en droit du travail, bah, j'étais dans le noir, dans le neutre, pour être pro, pour faire pro, pour être prise au sérieux, parce qu'une petite blonde qui arrive à 23 ans comme bras du DRH, etc., fallait que j'ai l'air sérieuse, parce que si la petite blonde, en plus, elle est toute colorée, ben tout le monde voilà, personne va me prendre au sérieux, et on se laisse prendre dans ce piège-là. Et un jour, je me dis, mais bon sang, je suis pas un clone, je suis moi, j'ai envie de respirer, j'ai envie de pas ressembler à tout le monde, j'ai envie d'explorer ma créativité. Et évidemment, j'ai changé de travail, donc ça a aidé. Et j'espère que si j'étais restée juriste, je me serais autorisée à sortir de ces couleurs neutres et à être un peu plus moi-même. Ouais, mais du coup, c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire, je t'ai pas expliqué la configuration de ma famille ou autre, mais c'est exactement ce que je vois. Moi, mon aîné prend 10 ans au moment où on enregistre, bah, dans moins d'une semaine. Et effectivement, la transition, allez, ça fait 6 9 mois, il ne s'habille que en noir, en gris, un peu de kaki de temps en temps. Mais voilà, vraiment, et je sens bien, alors que c'était un enfant qui effectivement aimait le rouge pétant, enfin voilà, il était vraiment très, très flashy. Et effectivement, ce que tu dis, c'est finalement, on cherche les enfants en grandissant. Donc le noir, je comprends que le noir est une couleur transformationnelle, mais c'est aussi une manière de rentrer dans le moule, de pas se faire remarquer, c'est ça. Ah oui, totalement. Et Oui, oui. on se fait prendre au piège, c'est ça en fait. Oui, alors effectivement, on se fait prendre au piège parce que le noir, faut savoir en sortir à un moment donné. C'est-à-dire que si elle est là pour nous aider à nous transformer ou nous protéger pendant une certaine période, et lors de cette transformation, effectivement, comme ton enfant à cette période-là, il a besoin de se sentir protégé parce qu'il sent que son corps est en mutation, il sent qu'il y a des choses qui sont en train de changer, qu'il y a des choses qui poussent, etc. Lui-même grandit, son corps se transforme. Et donc, c'est quelque part, psychologiquement, c'est inconscient, mais ça fait un peu peur de voir qu'il y a une grosse transformation comme ça en soi. Donc, il y a ce besoin de protection, mais à un moment donné, il faut savoir en sortir pour une fois que l'évolution et la transformation s'est faite. Sauf qu'en fait, on se fait avoir, puisque comme le noir nous permet de passer inaperçu, de ne pas être vu, puisque le noir, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de lumière, donc c'est la capacité finalement de se mettre dans le rien, dans le néant, et de faire un petit peu une bulle enfin, une bulle d'abstraction où finalement les gens vont moins nous regarder. La couleur attire notre attention de base. Et c'est pour ça que les marketeurs en marketing, la pub, ils ne jouent que sur les couleurs parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent attirer notre attention, notre consommation, il faut mettre des couleurs. Donc de base, tu t'habilles en couleur, forcément tu attires l'attention. Tu t'habilles en noir, tu vas pas attirer l'attention. Tu te mets donc, tu tires l'écran, enfin tu tires les rideaux, tu te mets en off. Et bien sûr, notre cerveau à nous, il est fait tel qu'une personne habillée en noir, eh ben, on ne va pas s'y arrêter dessus. Donc, à un moment donné, on se fait piéger en sortant de l'enfance avec cette période d'adolescence parce que on s'est habitué finalement à ne pas être remarqué, on s'est habitué à passer partout, à pas faire de vagues, à ce que finalement on n'ait plus d'avis des uns et des autres sur à quoi on ressemble. Donc ça fait aussi du bien de plus entendre les jugements, les moqueries des uns, des autres. Et on se rend compte que, tiens, finalement, je suis bien tranquille dans ma petite bulle en noir, on m'embête plus, on me regarde plus, et au moins je suis peinard, et on me dit plus que j'ai des grosses fesses, j'ai un gros nez, ou j'ai ceci, cela, qui peut faire très mal au collège quand on est justement dans cette période de transition entre l'enfance et l'adolescence, et que on se reçoit les premières critiques très méchantes sur notre apparence. Et c'est généralement à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est ce moment du collège qui pose, on va dire, la base des complexes de la plupart des gens. Moi, de ce que j'ai vu pour la plupart des femmes que j'accompagne, et moi-même personnellement, ça a été le collège pour la plupart des gens qui a posé les bases
des premiers complexes, parce que jusqu'au collège, on ne se regarde pas de cette façon en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, on se pose pas la question de si on est beau, si on est moche, si on a des défauts. On s'aime comme on est, en fait. On est là, on vit dans notre corps, on s'aime dans notre corps, on est en phase, on est aligné, on vit le présent sans se poser de questions. Et un jour, on nous dit: «Ah, t'as vu ton oreille? Ah, t'as vu, tu pas de sein. Ah, t'as vu, ton corps. Ah, t'as vu, t'as une tête plus grosse que le corps. Ah, t'as vu ceci, cela». Tu Les disproportions, les choses qui sont un peu différentes, chez toi, bah, au collège, on va te le faire remarquer. Et donc toi, tu commences à te regarder dans la glace et à te dire: «Ah ouais, en fait, j'ai pas le visage qui est équilibré d'un côté et de l'autre» ou voilà, j'ai des bourrelets, à tel endroit, les autres, ils galèrent pas à courir pendant le cours de PS et cetera. Et du coup, bah, là, tu commences à te regarder dans la glace et puis il y a c'est très dur, c'est les moments les plus durs et qui te suivent après toute la vie dans tes complexes et si tu es pas capable de sortir de ça, c'est, très, très difficile. Donc les couleurs, elles peuvent alors les couleurs entre autres et les accompagnements comme ce que je fais, peuvent aider et moi j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un comme moi qui m'aide à l'époque quand j'étais justement, après l'adolescence encore poursuivie par ces démons de, «Oui, tu un nez de sorcière, oui, t'es comme ci, oui, t'es comme ça», et tous ces méchantes choses, en fait, qu'on avait pu me dire et qui m'ont poursuivie jusque tard. J'aurais aimé avoir des gens qui puissent m'expliquer comment faire pour sortir de ça. Parce que Ouais. c'est extrêmement difficile. Alors j'ai dû le faire, moi-même, mais non sans peine. Voilà, en passant par des choses difficiles que j'aurais aimé, éviter. Mais voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si je peux aider les gens à éviter ce genre de difficultés et puis si je peux les amener à comprendre qu'on n'a qu'une vie et que c'est pas à 70 ans, en regardant en arrière, en se disant: «Mais qu'est en fait, j'étais en bonne santé, j'étais bien, j'étais fraîche, enfin, c'était quoi mon problème? Pourquoi je me suis martyrisée comme ça? OK, j'avais un bourrelet, OK, j'avais un visage qui était pas, un visage de poupée, mais après, j'étais pas handicapée, j'avais mes 2 bras, mes 2 jambes», enfin, je veux dire, on est jamais content alors que, je vous jure que le jour où on est, âgé avec des problèmes de santé où on peut plus marcher et cetera, où on regarde avec recul, là, on se dit: «Mais pourquoi j'en ai pas profité?» Et moi, je veux pas arriver, en fait, à ce moment-là. Je veux maintenant en profiter et je voudrais que chaque personne qui m'écoute puisse, avoir ce déclic à l'intérieur et se dire: «Punaise, mais oui, tout peut s'arrêter demain» et puis j'ai pas envie de pleurer à 70 ans, 80 ans en me disant: «Mais tu es passé à côté de ta vie, en fait». Mmh. Tu n'as pas profité parce que toute ta vie, tu t'es empêché de vivre, de t'habiller comme tu voulais, de te présenter tel que tu es, parce que tu te trouvais comme ci, comme ça, trop ceci ou trop cela, pas assez ci, pas assez ça. Et ça commence tout petit. Donc ouais, c'est une période, fragile, heu, qu'il faut, heu, qu'il faut accompagner, je pense, pour les parents, vraiment, écarter les jugements, liés à l'apparence, essayer de faire comprendre vraiment dès le plus jeune âge que, on on est tous différents et que cette unicité-là, c'est ce qui fait, notre beauté, quoi. C'est Donc ça. En fait, finalement, c'est d'accepter d'oser être soi. C'est ce que tu dis souvent d'ailleurs sur ton compte. C'est d'oser être soi tel que l'on est et de l'afficher effectivement par notre style, notre tenue. Et une chose que moi, je dis souvent aux mamans qui écoutent, aux parents qui suivent, c'est effectivement, parce que la première intention du parent, ça va être de dire, ok, mais comment je fais pour aider mon enfant dans cette période charnière? Et là, j'ai envie de dire, mais commence par le faire toi, comme oui. d'habitude, incarne-le toi, et ton enfant, il se sentira potentiellement libéré. Et c'est là où toi, tu as tout ton rôle, parce que tu coaches les mamans, tu coaches les femmes, et justement, de pouvoir se libérer, d'oser être soi, c'est peut-être ça le meilleur moyen pour apprendre à nos enfants dans cette période charnière, bah, d'accepter qui ils sont et de l'afficher, d'oser être. Ah mais c'est totalement ça, Maud, vraiment là, tu as mis le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est que, les enfants, les premiers exemples qu'ils ont, c'est leurs parents et que s'ils baignent dans un environnement où ils grandissent avec des parents qui s'assument complètement comme ils sont, qui s'incarnent pleinement, qui osent être, qui, ne sont pas constamment, devant leur miroir ou sur la balance en train de faire des régimes constamment. S'ils voient en exemple des parents qui,
s'assument avec leur corps tel qu'ils sont, avec leur personnalité originale ou pas, parce que bien sûr, chacun est comme il est, hein. On peut être très heureux dans un style classique, neutre, et cetera. Mais en tout cas, il faut que l'enfant sente que son parent, il est aligné avec qui il est. S'il sent que son parent, il est déguisé, qu'il est formaté, qu'il est conditionné, qu'il est frustré et qu'il est quelque part dans une cage, où il s'exprime pas complètement, bah, l'enfant, il va se dire que, bah, on est obligé de rentrer dans ce conditionnement, qu'on est obligé finalement de se mettre dans ce moule pour faire partie de la société, pour avancer dans la société, parce que mes parents, bah, pour avoir un travail, pour vivre bien, pour avoir une maison, tout ça, bah, ils sont rentrés dans ce cadre-là et moi, je vais faire pareil parce que, bah, apparemment, c'est comme ça que ça marche le monde des adultes. Alors que si mon parent, il a son job, et cetera, mais que, il a sa fantaisie, il a sa particularité, il a ses singularités, il les montre, il en a pas peur, il les vit pleinement et en toute liberté. L'enfant, il va se dire: «Bah, mon parent, il est totalement libre, il part au travail comme ça, avec, ses couleurs, avec ses rondeurs et ses couleurs, ma mère, voilà, chante et est heureuse dans son corps, avec des rondeurs et tout en couleurs et forcément, ça va être normal du coup pour l'enfant. Il va se dire: «Bah, c'est normal de voir une femme grosse avec des couleurs». Alors que l'enfant qui va vivre avec la maman qui, est constamment en train de vérifier son poids, de se dire qu'il faut qu'elle s'habille en noir pour pas qu'on voit ses bourrelets et cetera, il va penser que c'est normal qu'une femme grosse doive se cacher sous des vêtements amples et sous des couleurs. En fait, finalement, ce que tu dis, c'est que le fait de d'oser, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, d'être soi-même, quelle que soit la sphère dans laquelle on évolue, que ce soit le week-end entre nous ou au travail, c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à casser les codes et que Oui, les codes disparaissent de la vie. Parce que l'enfant va se dire, mais s'il ne voit pas les codes, entre guillemets, mais ils n'existent pas. Donc, il ne va pas exactement. les recréer pour demain. Oui, alors, ça l'aidera en tout cas à ne pas, rentrer obligatoirement dans le moule et dans les codes, même si, les autres s'en chargeront. C'est-à-dire que les parents malheureusement aujourd'hui, ne suffisent pas puisqu'il y a le formatage de l'établissement scolaire, il y a le formatage de l'environnement de travail dans lequel on vit et en fait, chaque milieu dans lequel on va avoir un parcours de vie va tenter de nous formater, de nous conditionner. Donc, mais le parent étant la première base, étant le premier socle et le premier exemple que l'enfant va avoir, ça va déjà être un socle extrêmement précieux si on lui montre déjà un environnement et un exemple très tolérant, très ouvert, sur l'absence de diktat, l'absence de règles, l'absence de jugement, sur un corps et un autre, sur les différences, sur, le style vestimentaire et donc c'est clair que si tu enfin, moi, je pense que déjà quand tu habilles ton enfant, quand il est, petit, et cetera ou à l'adolescence quand il va choisir ses vêtements ou quand tu l'emmènes choisir ses vêtements, bien lui expliquer qu'il y a pas de règles. Parce qu'il y a des parents qui instinctivement vont dire à leurs enfants: «Ah non, mais là chérie, ça fait trop de couleurs. Tu peux pas mélanger telle couleur avec telle couleur». Pourquoi en fait dire déjà aux enfants: «Non, là tu peux pas mélanger telle couleur avec telle couleur, ça va faire trop». Ça veut déjà dire que tu lui indiques qu'il y a des règles à suivre, en termes d'association vestimentaire, en termes en termes d'association couleur. «Ah non, là, ça fait trop, nanana». Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça induit qu'il y a déjà des règles à respecter dès tout petit et que donc je pourrais pas faire ce que je veux avec ma créativité. Je pourrais pas expérimenter et explorer ma créativité, explorer les couleurs parce que la couleur, c'est une expérience chromatique qui se vit par les sens. On doit le ressentir et donc ressentir et vivre cette expérience chromatique, elle doit se faire déjà sans règles. Dès que tu poses des règles, tu ne peux plus être dans l'expérience sensorielle. Donc, en fait, pour moi, déjà, les premières choses pour aider les enfants à ce moment-là, c'est éviter d'arriver avec vos fausses croyances et vos règles limitantes, de les transmettre à vos enfants quand ils sont en train de choisir leurs habits. Parce que ces règles-là n'existent pas. Elles n'existent pas, elles n'existent que pour celles qui veulent et ceux qui veulent y croire. C'est des règles de magazines de mode, c'est des règles de vieilles conseillères en images old school, de vieux relooking à la Christina Cordula. On n'est pas à la télé, on n'est pas sur M6, on est dans une vie où on vit la vie en couleur, dans le sens où sans couleur, on n'est pas vivant, hein. La couleur, c'est juste vital pour l'organisme.
La vie sur Terre, elle est en couleur, hein, sinon elle n'existerait pas, hein. Donc, à un moment donné, il faut aussi lâcher un petit peu la bride et en tout cas, laisser les enfants expérimenter ces couleurs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les couleurs aussi, on arrive justement à ne pas les enlever aux enfants, quoique aujourd'hui, la mode du grège, du beige, du gris, tout ça, a envahi maintenant même l'univers de l'enfance. Et ça, c'est terrible parce que l'enfance, normalement, si après l'adolescence, on peut arriver à vivre sans couleur, même si moi je le conseille pas parce que c'est quand même bon pour la santé, mais on peut s'en passer parce qu'on est construit. Mais la couleur dans l'enfance, elle est essentielle parce elle va nous permettre de nous construire neurologiquement parlant. L'enfant se construit avec des couleurs. Si tu le fais vivre de bébé à son adolescence, 11-12 ans, dans le grège, ces neurones, ils peuvent pas fonctionner. Il y a la science nous montre bien que les enfants, et même pour sa vision, la vision de l'enfant, sa rétine se développe dans les premiers mois, premières années. Si on le met dans le grège dès le début, il ne peut pas en fait développer son acuité visuelle et ensuite neurologiquement, il ne peut pas développer ses capacités cérébrales si vous ne lui faites pas découvrir l'expérience sensorielle chromatique qui lui fait découvrir le monde en fait. Et ça c'est la base, c'est primitif. C'est primitif. Je veux dire, nos ancêtres, voilà, ils naissaient en plein milieu de la nature dans les couleurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les enfants, généralement, jusqu'à présent, étaient baignés de couleurs dans leur environnement, parce qu'on le sait instinctivement que pour se construire, à tout point de vue, si on veut avoir des enfants en bonne santé, ils doivent se construire neurologiquement avec des couleurs. Et après, effectivement, une fois qu'ils sont construits, on peut commencer à s'en passer, même si ça reste toujours très bon pour la santé. Mais pendant l'enfance, c'est juste fondamental, en fait. Ça me fait sourire pendant que tu discutais, tu as dû me voir avec un grand smile parce que ça résonne tellement. Mon deuxième enfant est une petite fille, son petit surnom c'est Choupinette et effectivement, tu vois, il y a des parents qui sont très donc l'éducation bienveillante, c'est ce que j'explique à travers le podcast et qui donc sont familiarisés avec tout ce qu'on appelle la pédagogie Montessori, ce genre de choses où effectivement on expérimente, on fait beaucoup de choses et finalement ce que tu dis c'est que il y a une expérience toute simple qui consiste à permettre aux enfants de choisir leurs vêtements, de se colorer, qu'on leur retire quelque part. Et ma fille, c'était exactement ça. C'est à un moment donné, très tôt, elle a eu ce besoin d'autonomie, de s'habiller seule, vers 2 ans et demi, tu vois. Elle voulait absolument choisir ses vêtements et j'ai dû faire un gros travail sur moi et ça, je suis assez contente que j'ai réussi j'étais suffisamment avancée dans ma déconstruction pour me dire, bah tant pis, ouais, elle ressemble à un clown, entre guillemets, dans les codes sociétaux préétablis par je ne sais qui d'ailleurs. Elle était sortie avec un legging léopard, une robe tunique à fleurs de toutes les couleurs bariolées. Mais voilà, elle choisissait, elle faisait ses expériences. Et je sais que ma mère, à un moment donné, m'a dit, elle me dit, mais Maud, tu la laisses sortir comme ça, tu lui apprends pas J'ai dit, mais non, en fait, enfin, elle va apprendre d'elle-même si c'est test and learn, quoi. Par rapport au regard des autres ou comment elle se sent avec elle dans ses vêtements ou autres, elle va dire, bah oui, non. Elle m'a déjà mis des pantalons avec des jupes. Elle a eu une phase monochromatique où il fallait qu'absolument tout soit de la même couleur, coloré, mais de la même couleur. Et aujourd'hui, je trouve que ma choupinette, elle a du style, quoi. Elle a son style à elle, mais elle a du style. Et je me dis, je suis contente parce que justement, effectivement, et je l'avais pas perçu. Tu vois, tu viens de me mettre le doigt dessus. En fait, elle a fait son expérience par elle-même. Et je trouve ça génial parce que moi, j'ai mis presque 40 ans à déconstruire des stéréotypes qu'on m'a inculqués. Et elle, en fait, elle a grandi sans, directement sans. Ah, mais c'est génial. Enfin, je pense que c'est l'essence. Enfin, si on peut faire ça comme ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que effectivement, pour construire son propre style et sa propre identité, il faut bien comprendre une chose, c'est que le vêtement, on pense que c'est futile, que c'est quelque chose finalement, voilà, qui est fonctionnel pour effectivement être en représentation dans la société, être accepté, etc. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe, beaucoup plus impactant dans notre vie que ce qu'on pourrait imaginer. Et pourquoi? Parce que le vêtement, finalement, c'est notre habitat. C'est-à-dire que au-delà de sa maison,
le tout premier habitat, c'est notre corps, c'est notre enveloppe corporelle. Et après notre enveloppe corporelle, tout de suite vient le vêtement. Et le mot habit vient du mot habitat. C'est pas pour rien que ça vient de cette origine étymologique, à tel point que le vêtement, effectivement, c'est un peu notre maison, notre habitat, notre premier lieu de vie. Et c'est notre seconde peau. Donc, quand on n'est pas finalement libre de choisir cet habitat et qu'on nous l'impose ou qu'on nous fixe des règles qu'on n'a pas choisies, bah, on est obligé d'adopter finalement des choses qui viennent encore une fois de l'extérieur. On se déconnecte de soi pour adopter ce qu'on nous a imposé de l'extérieur et on va vivre avec finalement une carapace. Et au lieu de vivre avec un habitat, une seconde peau dans laquelle on vibre, dans laquelle on rayonne, dans laquelle on se sent complètement aligné de l'intérieur vers l'extérieur, on va être dans une espèce de carapace inanimée, une sorte de déguisement, une sorte de truc qu'on traîne un petit peu comme un fardeau. Voilà, on sent que c'est pas complètement ça. On s'est mis des choses sur le dos parce qu'il faut bien s'habiller correctement pour le boulot et on n'est pas vraiment complètement nous-mêmes à l'intérieur. Bah, ça se ressent vers l'extérieur après ce qu'on dégage. Est-ce que c'est pas une espèce de prison finalement qu'on se construit? Parce que autant l'armure, c'est quelque chose c'est un vocabulaire que j'employais beaucoup parce qu'effectivement, je m'étais créé une carapace, une armure et tout ça. Mais finalement, quelque part, on se construit aussi sa propre prison. Oui, bah, je pense que oui, dans le sens où effectivement, il y a carapace et carapace. C'est-à-dire que quand tu te mets dans une bulle de protection en conscience pour te protéger à une certaine période parce que tu sens que tu as ce besoin-là à cette période de passer inaperçu, d'être tranquille, de ne pas être remarqué et que tu sais que voilà, c'est une phase et que je sais pas, tu as une période de deuil et que à ce moment-là, tu as envie de passer ta phase de deuil en conscience. Voilà, mais tu sais que tu reviendras après à toi, c'est très bien. Par contre, quand tu te mets dans toutes ces conditionnements qui viennent pas de toi en conscience, mais qui viennent de l'extérieur, que les autres t'ont imposé pour que tu puisses rentrer dans ce moule être accepté dans un monde d'école ou d'université ou de travail qui considère que tu seras pro que si tu t'habilles comme ça, que tu seras écouté, considéré professionnel que si tu t'habilles comme ça. Donc, si tu te mets toutes ces espèces d'uniformes et moi j'appelle ça déguisement, puisque à partir du moment où tu t'habilles bien, mais pour les autres, ça veut dire que tu t'habilles comme eux, ils attendent que tu sois habillé, donc tu te déguises pour eux. Si tu n'es pas habillé comme toi, tu voudrais être habillé, tu n'es pas habillé pour t'incarner toi, tu es habillé pour répondre aux attentes des autres. Donc ça veut dire que tu te déguises, tu te déconnectes de toi. Et cette prison, cet uniforme que tu te crées, oui, va générer une prison puisque tu vas t'enfermer dans une habitude vestimentaire qui qui ne dépend pas de toi, dans une habitude vestimentaire que tu n'as pas choisie, qui t'a été imposée. Donc ce sont quelque part des chaînes, des barreaux qui t'ont été imposés par les autres et que tu t'es ensuite, enfin que tu as accepté. Tu as accepté quelque part, de t'enchaîner à cela et de vivre dans cette fausse, dans cette fausse apparence finalement, d'une fausse apparence qui ne te correspond pas vraiment. Et après, on s'étonne des burn-out, etc. dans le monde du travail. Parce que non seulement le job, il plaît pas toujours, mais en plus de pas être complètement épanoui dans son job, tu te déguises pour que ton apparence puisse satisfaire les attentes des autres. Donc, en gros, tu fais tout pour les autres et rien qui t'épanouit complètement. Moi, je dis, mais la première chose déjà, c'est si on s'habillait déjà comme on le souhaite, alors bien sûr en étant respectueux, pas négligé, correct, mais tu peux avoir ta fantaisie en étant tout à fait élégant, en fait. Et ça t'empêche pas d'être professionnel. Mais si déjà tu te contrains pas à t'habiller comme les gens veulent dans le travail, déjà tu peux te sentir plus soutenu et plus épanoui. Mais si en plus tu n'aimes pas ton job et qu'en plus tu es obligé de t'habiller comme on attend que tu sois habillé, bah, le burn-out, il arrive encore plus vite et encore plus facilement. Hmm. Parce qu'en gros, tu n'es jamais toi, en fait. C'est À à aucun part le moment. week-end, le soir quand tu rentres, c'est là, tu enlèves le déguisement, tu descends toutes les chaînes, tu enlèves tout ce truc que tu t'es mis sur le dos. Tu es sorti de ton rôle que tu as joué toute la journée, tu as joué un rôle comme au théâtre, et tu arrives le soir et tu fais «Ah, ça y est, La enfin». journée, elle est longue. Mais la journée, elle est longue et tu fais ça lundi au vendredi. Ouais. Voilà. Et comme ça, on passe à côté de sa vie.
Du coup, pour conclure, j'aimerais te demander ce serait quoi alors? Parce que je pense que du coup, on a peut-être aidé à peut-être quelques prises de conscience chez les parents qui écoutent. Ce serait quoi le premier conseil que tu pourrais donner justement, alors notamment aux mamans, pour retrouver un peu de joie dans leur garde-robe et bah, tout doucement commencer à retirer un morceau du déguisement, un autre pour s'incarner un peu plus soi? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors, moi, je conseillerais déjà d'essayer de conscientiser toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir à ce jour. Se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche finalement de m'amuser dans ma tenue vestimentaire et d'exprimer un peu plus qui je suis. Et là, de faire la liste, même de le poser par écrit, de dire, ben, j'ai peur que les gens me disent ceci ou cela. Je pense, en tout cas, j'ai toujours pensé que plus de 3 couleurs, ça ne se fait pas. Ou j'ai toujours pensé que s'habiller très coloré en entreprise, je ne pouvais pas être professionnelle. J'ai toujours pensé ou on m'a toujours dit que je pouvais pas mélanger 2 couleurs ensemble et qu'il fallait forcément mettre une couleur neutre pour que ça apaise et que ce soit plus correct en société. J'ai toujours pensé que ci et ça et voir un peu toutes ces croyances et à un moment donné, juste les déchirer, les barrer, faire un gros coloriage dessus en plein de couleurs, faire un gros gribouillage dessus de 1000 couleurs en disant: «Mais tout ça, ce n'est que des pensées construites par la société, qui n'ont aucun fondement valable, parce que être professionnel, être sérieux, être compétent, être, considéré, ça peut passer par plein d'autres choses et c'est pas parce que tu t'habilles avec enfin, selon qui tu es, que ça va t'empêcher d'être considéré et d'être écouté. Au contraire, le fait de t'incarner vraiment, de rayonner et d'être enfin réellement en phase avec qui tu es, de t'écouter plus dans ta créativité, d'être plus libre, d'être toi-même. Oui, il y a des gens à qui ça plaira pas, mais globalement, en majorité, comme tu vas plus rayonner, comme tu vas être plus positive, comme tu vas te sentir mieux dans tes vêtements, que ça va te donner la pêche et le moral, parce que les couleurs, ça donne la pêche et le moral, eh ben, ça va rejaillir sur toi, ton bien-être, ton sourire, tes yeux, tu vas pétiller. Et forcément, si tu as du bien-être qui s'améliore, tu vas le rejaillir sur les autres. Et que ce soit en entreprise ou ailleurs, les gens le ressentiront et tu auras beaucoup plus de remarques positives que de remarques négatives. Donc, première chose, c'est déjà établir toutes les croyances limitantes et essayer de les détruire, d'avoir conscience de toutes celles qu'on a, parce qu'il y en a, elles ont des listes de choses que oui, mais ça, je peux pas le faire, ça, je dois pas faire, oui, mais ça se fait pas, ça, c'est, on n'assortit pas son sac à ses chaussures, ça, on doit, voilà, il y a des femmes qui ont des milliers de règles, mais ça, la faute à qui, hein? Tous les magazines qui nous ont mis ça dans le crâne, toutes les émissions télé qui nous ont mis ça dans le crâne, sauf qu'en réalité, ta créativité n'a pas de limite à partir du moment où toi, tu l'assumes et où tu restes élégant, où tu restes respectueux des autres, où tu restes propre sur toi. Il y a pas de limite à la créativité. Évidemment, c'est mieux de choisir la qualité dans les vêtements, parce que si tu t'habilles très coloré et cheap ou que tu as de la fantaisie et cheap, ça fera toujours beaucoup moins sophistiqué et moins sérieux, on va dire, que si tu as des belles choses, de qualité qui sont colorées. Donc moi, 2e conseil, c'est petit à petit introduire des éléments de couleur de qualité, les choisir en conscience dans des jolies marques, dans des matières naturelles, éviter le synthétique, éviter des choses cheap que vous avez achetées pas chères, parce que les choses pas chères colorées, la matière ne rendra pas honneur à la couleur et ne vous rendra pas honneur à vous et vous allez le jeter de toute façon, dans, l'année ou les 2 ans qui suivent. C'est quelque chose qui va partir à la poubelle. Donc à un moment donné, se dire: «Bah, j'économise et je vais acheter un vrai beau pull en laine, qui sera un peu coloré ou et cetera ou en tout cas dans un style qui me correspond et je l'associerai avec quelque chose, voilà, pour le travail. Il n'y a pas que le blazer, noir ou bleu marine qu'on peut mettre au travail pour être, professionnel et élégant. On peut être élégante avec plein d'autres choses qu'un, blazer, et qu'un pantalon noir ou bleu marine. Il faut vraiment, essayer simplement de déconstruire toutes ces fausses croyances qu'on peut avoir et je sais que c'est pas facile, mais le faire petit à petit en intégrant une par une, un petit top, un petit accessoire.
ce qui vous met à l'aise, en fait, en premier lieu, ce qui vous met à l'aise. Et en fait, une fois qu'après, vous allez commencer, ça va être juste une évidence, en fait. Bon, on y prend vite goût. Et en fait, si je peux me Oui. permettre, j'aimerais juste rajouter un conseil. C'est effectivement de suivre ton compte ou d'aller voir ton blog parce qu'en plus, comme tu l'incarnes, tu le proposes et ça donne beaucoup d'inspiration. Enfin, sincèrement, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et effectivement, comme tu le dis, ça a été progressif. Tout doucement, là, j'ai commencé à associer, allez, 2 couleurs, 3 couleurs. Moi, une de mes croyances limitantes, si tu veux en parler tout à l'heure, c'était que le léopard, c'était vulgaire. Je ne compte plus aujourd'hui le nombre de pièces léopard de toutes les couleurs que je peux avoir parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me plaît. Et pour autant, je ne pense pas faire plus vulgaire que, que la base. Donc ouais, allez jeter un coup d'œil sur le compte de Lorraine, soyons élégantes. Il y aura tous les liens en description du podcast et ça peut donner pas mal d'inspiration. Mais oui, alors là, tu viens de dire une chose très importante, si on doit terminer sur quelque chose, c'est cette expérience-là qu'on a fait enfant ou qu'on est censé faire enfant. Je vous invite à la refaire adulte aujourd'hui parce que la société nous a déconnectés de ça, de cet espace sensoriel d'exploration et d'expérimentation. Ce que tu viens d'explorer avec le léopard et que tu retrouves et que ton enfant intérieur se retrouve enfin et se reconnecte en disant: «Mais en fait, moi j'aime le léopard. On m'a dit que c'était vulgaire, mais moi j'aime le léopard et je pense que si je le fais à ma façon, ça ne sera pas vulgaire». Et en fait, c'est comme je dis souvent, c'est toi qui fais la tenue, c'est pas le vêtement qui fait, l'allure. C'est pas le vêtement que tu choisis qui va faire ton allure, c'est toi qui va faire ton allure. Donc à partir du moment où toi, tu sais que tu vas pouvoir transformer la pièce, l'associer d'une manière qui aura de l'allure, qui aura de l'élégance, mais que ça correspond à ton identité et toi, ça te fait kiffer et tu t'amuses avec ce genre d'imprimé et tu es heureuse là-dedans, et ben, c'est quand même incroyablement dommage de se priver de cette créativité-là et de t'exprimer dans ta personnalité, ta singularité, juste parce qu'on t'a dit que c'était forcément vulgaire le léopard. En fait, il y a aucune règle absolue. On peut jamais dire que telle chose est vulgaire ou telle chose, alors mis à part le fait d'être, évidemment, pas propre, négligé, d'être, effectivement peut-être, d'être enfin, de dévoiler trop de choses d'un coup et cetera, d'être, ras les fesses ou je ne sais quoi, mais il y a pas de règle absolue autrement de qu'est-ce qui est à faire ou à ne pas faire. Parce que tout peut être associé ou porté d'une manière qui va être gracieuse et élégante et c'est à vous de créer cette dégaine-là, cette allure-là par, la façon dont vous allez porter le vêtement. C'est votre corps qui va animer et faire vivre ce vêtement. Donc, avoir une démarche fière et gracieuse, la tête haute, une bonne posture, être aligné et être complètement en phase avec ce que vous portez, c'est-à-dire que plus vous allez être, dans l'incertitude et dans le doute de ce que vous portez, plus on va le ressentir. Alors que si vous êtes complètement bien avec ce que vous portez, les gens n'ont même pas envie de vous faire des remarques parce qu'on sent que vous êtes hyper heureuse dans vos baskets, comme on dit et à partir de là, bah, c'est fluide. Donc, l'expérience sensorielle et notamment chromatique, elle est vraiment importante à refaire dans le monde adulte parce qu'on l'a oubliée. On l'a oubliée et aujourd'hui, les femmes ne savent plus reconnaître des couleurs, ne savent plus alors les femmes et les hommes encore moins, parce que les hommes ont une injonction à la virilité qui les empêche de porter encore plus de couleurs. Nous encore, on n'est pas privés de ça, mais les hommes, c'est encore pire. Mais n'empêche que les femmes, avec tous les diktats, elles ont aussi toujours ces règles à la noix qui font qu'elles vont plus explorer leur créativité et qu'elles se mettent plein de freins et que du coup, elles savent plus même différencier des différentes nuances, expliquer pourquoi avec certaines couleurs, elles se sentent mieux, avec d'autres couleurs, elles se sentent moins bien. On ne peut pas forcément se sentir bien avec toutes les couleurs. Les couleurs vives ne sont pas faites pour tout le monde. Ça c'est en colorimétrie, ça résonne différemment selon chaque personne. Il faut trouver sa bonne nuance. Ça ne sera pas forcément du vif, ça peut être de l'adouci. Ça c'est pas forcément des couleurs froides, ça peut être des couleurs chaudes. Chacun va trouver ses bonnes nuances, mais pour le savoir et pour les trouver, il faut expérimenter. Si vous vous mettez des freins et que vous n'expérimentez pas, la couleur et les styles, comment voulez-vous trouver finalement dans quoi vous vous sentez, vibrer? Il y a une question très énergétique dans la question de l'identité vestimentaire puisque c'est sur notre peau, c'est sur notre être
c'est comme ça que notre âme, elle s'incarne vraiment, encore une fois, de l'intérieur vers l'extérieur. Et les sensations, l'énergie et les sens ont toute leur place sur cette question-là. Et je pense qu'on s'y est totalement, on a totalement oublié cette partie-là, en fait, de ressentir. Donc, le mot de la fin, c'est ressentez. C'est ça. Ressentez les choses, expérimentez. C'est finalement, c'est la reconnexion. Oui, La reconnexion à soi et effectivement, il y a les 5 sens et les habits sont notre, c'est le toucher quoi. C'est aussi notre, c'est le toucher, c'est le visuel d'ailleurs. Enfin, ça fait appel à plein de sens. Donc oui, c'est ça se fait reconnecter. a beaucoup de sens et il faut pas oublier que l'enfant intérieur que nous étions donc l'enfant que nous étions, il est toujours là. C'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur et ça, c'est pas une, comment dire? Une lubie, spirituelle, hein. C'est d'un point sur le plan psychologique, les psychologues ont bien, défini aujourd'hui que l'enfant intérieur, en fait, il ne disparaît jamais. Puisqu'en fait, l'adulte se construit sur différentes couches, en différentes strates et l'enfant intérieur, il est toujours là au fond, il ne disparaît jamais, hein. Voilà, les psychologues le disent très bien que cet enfant intérieur-là, ben, il est toujours avec nous jusqu'à la fin et en fait, il a besoin de vivre lui aussi, il a besoin et il est toujours là et en fait, on l'oublie et c'est cette déconnexion qui nous amène souvent à être mal dans notre peau et à ne plus se sentir libre d'être soi, à s'être oublié. Souvent, hein, les femmes se disent aussi: «Oui, je me suis oubliée parce que je me suis consacrée à mon travail, à ma famille» et cetera et cet enfant intérieur qui est toujours là sous les strates d'évolution qu'on a dans notre vie, il a toujours besoin de vivre et c'est notre noyau. Pour moi, c'est notre noyau qu'il faut alimenter et continuer de faire vivre si on veut avoir une vie heureuse et épanouie. C'est ça, il vit en nous, Et comme les dirait couleurs, dans le roi lion. voilà, les couleurs, elles aident vraiment à se reconnecter, à faire vivre et à nourrir cet enfant intérieur. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Lorraine. Je pense qu'il y aura encore tellement à dire, mais c'est déjà Déjà bien. Ouais. une bonne introduction, je pense, une bonne prise de conscience mise à disposition. Donc, merci beaucoup à toi. Bah, merci beaucoup pour ce moment, c'était très agréable et j'espère que ça aidera les gens qui te suivent. Ah ben, je n'en doute pas. Merci Lorraine. À bientôt Maude. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!